Salut à tous et bienvenue pour ce 54e numéro des rétrospectives NBA 2025 avec aujourd'hui le choc, le méga choc entre OKC et Boston. C'était en mars et à l'époque pensait-on peut-être une preview des futures finales NBA à venir. Ce ne fut pas le cas, mais d'ailleurs on commence par un 3 points de Lou Dort avec un dézonage de la part de Tatum. Hop, donc je laisse ouvert Lou Dort qui est capable de punir. À noter niveau blessure, Horford s'est fait attaquer sur isolation parce que Horford titulaire, Porzingis n'est pas là et puis l'autre absent c'est Jalen Williams remplacé par Aaron Wiggins. Voilà, Aaron Wiggins titulaire sur ce match-là. Sur ce gros choc, ici un système classique. On a aussi niveau match-up d'ailleurs Wallace, Cason Wallace qui est excellent défenseur mais un peu plus petit et moins costaud que Brown. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher, on va l'attaquer un peu frontalement. Et puis l'autre test c'est que fait OKC sur pick and roll. Regardez, on a cet aspect où en fait Chet et OKC vont rester en drop. On reste en drop, on laisse venir. Alors drop ou soft edge d'ailleurs, hein, puisqu'on est à peu près au niveau de l'écran, on n'est pas en drop ici, bien en retrait. On est au niveau de l'écran, mais grosso modo on n'a pas de switch. Voilà, ça va pas switcher, donc il y a de l'espace. Je m'installe, le pull-up à 2 points, il est contesté. Mais voilà, on va peut-être essayer un peu d'insister sur ce côté Wallace qui est un peu plus petit par rapport à Brown. Et puis de l'autre côté déjà le premier drive de SGA avec déjà un panier. Regardez, un écran fantôme, pas vraiment d'écran posé par Chet, alors même plutôt écran glissé, pardon. Écran glissé. Phantom c'est juste une course croisée, je vais de ce côté et je ressors ici. Écran glissé c'est je pose pas, c'est un écran hop et je roll mais sans poser l'écran. Donc bref, on s'en fiche, il roule vite au panier, pas de switch, je roule l'idée un peu en retard et déjà le drive avec ici loupé mes rebonds offensifs, directement SGA qui va dans la peinture, sa zone préférentielle. Et puis là on en parlait, Brown qui veut cibler et attaquer frontalement le plus petit, mais Lou Dort qui vient totalement fermer la main droite en plus de Brown. Donc hop, allez, on réessaye, cette fois-ci ça passe de l'autre côté, le spin move de l'autre côté, mais malheureusement l'aide au panier est excellente de la part de Chet avec, vous avez vu hein, là on vient boucher la main droite de Brown puisque c'est sa main préférentielle. Donc qu'est-ce qu'il fait la fois d'après? J'attaque droite et hop, spin move de l'autre côté, mais Chet réagit super bien, SGA aussi également, on vient fermer totalement et donc protection du panier assurée de la part de OKC. 7-0 pour l'instant, ici pick and roll, on va chercher Horford qui en effet fait un switch, hop, on va chercher le vieux Horford, ça change sur les écrans. Directement, Boston met en place les schémas, c'est-à-dire que Jrue va dézoner par rapport à son shooter sur l'aile. Hop, je stunt, je viens boucher l'espace. En effet, je viens un peu gêner ici, donc pas autant d'espace qu'on voudrait. Mais surtout, on a Al Horford qui coulisse parfaitement et qui en plus à la fin, regardez, hop, je mets les mains défensives, je viens intercepter ce ballon. Sublime action défensive de la part de l'éternel Al Horford. Et puis de l'autre côté, Al Horford, l'écran, on va impliquer Chet. Chet va rester en edge, donc 2 sur le ballon, on ressort à 3 points. Et Al Horford dans un fauteuil. Boum, premier point pour Boston sur ce pick and pop. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que on a encore ce soft edge de la part de OKC, donc pas de switch, on veut pas switcher du tout, on reste en retrait, on laisse venir, on contient. Et là le truc c'est que 2 sur le ballon, forcément ça veut dire que le poseur d'écran au pick and pop est libre et on n'a pas la rotation du troisième homme qui doit venir un peu couvrir le pick and pop. Elle est pas faite, donc dans un fauteuil Horford, les 3 premiers points du match pour les Celtics. Et puis là d'ailleurs SGA, j'ai pas dit encore, mais défendu par Jalen Brown, mais là, voilà, là il est un peu perdu et le drive au panier, finition fantastique. En fait on a cet aspect où je pense qu'on met un peu Brown en défenseur primaire par rapport à SGA pour un peu faire un pressing le plus haut possible et avec des aides derrière. C'est un peu l'objectif. Le problème c'est que là on a un crossover de l'espace, boum, ici, vous voyez à quel point il envoie balader Jalen Brown sur ce simple crossover, changement de direction, voilà. Là Jalen Brown il est carrément sur la côte ouest et en plus finition au panier alors que on a la rotation de un des meilleurs, si ce n'est le meilleur arrière protecteur de panier de NBA qui vient, le timing est parfait, la rotation est parfaite, mais en face c'est SGA, donc ça finit tout de même ce panier. Et puis là, vous avez vu qu'au niveau du repli défensif, on a Wallace qui est sur Tatum, donc là on a un vrai différentiel de taille, Tatum est encore plus grand, encore plus gros, donc directement Boston dit, bon, le plus petit Wallace, on va l'attaquer au poste bas, on s'y met, sauf que de suite également, OKC vient protéger avec Aaron Wiggins qui vient depuis le corner opposé, voilà, 2 contre 1, on empêche la passe facile, on empêche le 1 contre 1 facile, donc voilà. De nouveau, regardez, il sort de la raquette, il y revient, Wiggins, je reviens me rapprocher de Tatum, donc qu'est-ce qu'on fait? Renversement vers l'autre côté, et le temps que Wiggins fasse son close-out, Jrue peut attaquer. Le positionnement et le fait que Wiggins soit mal revenu, kick out pour un 3 points en catch and shoot largement ouvert qui n'est pas rentré, mais heureusement hop on aura un rebond offensif et Al Horford deuxième 3 points déjà dans ce match. Donc voilà, un peu c'est du Boston tout craché, hein. C'est pas de système complexe mais juste attirer la défense d'un côté, ressortir de l'autre et puis avoir plein de connecteurs, plein de porteurs de balles. Donc en l'occurrence là c'était Jrue Holiday qui a fait le driving kick. Et puis là vous le voyez, SGA ici, l'écran avec Chet défendu par Tatum avec ce côté, on l'a pas encore dit, mais c'est vrai que Tatum a un peu ce super pouvoir magique en défense de pouvoir défendre un peu des 5 et comme ça permet de déployer le vrai poste 5 de Boston à Horford dans le périmètre, enfin non pardon,
pas dans le périmètre, au panier. Il va être justement, il va abandonner des shooters ou des non-shooters, des moyens shooters pour pouvoir rôder autour du panier, être un peu dans ce rôle de safety. Donc bref, ce qui permet notamment, la théorie c'est que en plus, là où c'est génial, c'est que Chet va pas enfoncer en post-up Tatum premièrement, mais surtout sur ce pick and roll, bah du coup il peut switcher. Et donc en fait on peut switcher et ne donner aucun décalage à notre ami SGA. C'est un peu le principe qu'on a vu aussi en finale NBA, hein. Pareil, ça permettait un peu de switcher le pick and roll 1-5 et donc de pas donner de alley-oop ou de drive à Tatum, juste on changeait 1 contre 1 et vous voyez qu'à la fin Tatum va coulisser. Donc je détaille un peu, mais parce que c'est vraiment le pouvoir magique de Boston, c'est la capacité de Tatum un peu à gérer des gros postes 5, ce qui libère notamment, on a du bonus des grands off-ball, mais en plus on peut switcher les pick and roll, notamment les pick and roll 1-5 les plus dangereux. Et donc là, le drive va au panier, ça ressort, mais pas de décalage, pas trop en tout cas. Et à la fin, Chet prend ce tir contesté, même plus que contesté, il est contré par Al Horford qui fait la rotation. Magnifique possession défensive qui part de la valeur structurelle de Tatum. Alors un peu de chance et OKC il va quand même scorer derrière en récupérant ce ballon. Ici, merci Chet, mais bon, en vrai l'action était quand même très cool. En vrai l'action était quand même très cool, même si à la fin tu prends tout de même le panier. Et puis là, transition pareil, à Horford, je m'installe au poste bas, on fait tourner dans ce spacing, extra passe et 3 points, bingo. Et ça part de quoi? Ça part d'un simple match-up, un mismatch pardon en transition, donc un match-up qui est pas bon. Le plus petit, voilà ce qui va défendre le gros Al Horford qui est parti très vite s'installer en transition, donc forcément en mismatch, 10-2 contre 1, donc ça ressort. Et d'habitude, c'est vrai qu'on voit plutôt Jaylen Brown faire ça. Hein. Souvenez-vous, tous les matchs où lui se projette très vite pour s'installer le plus tôt possible au poste bas. Mais là, c'est Al Horford qui l'a fait, donc tant mieux. Et puis là, le drive au panier. Et cette fois-ci, on a un Tatum qui ne va pas switcher. Donc là, petite erreur sans doute de la défense aussi parce que, en vérité, l'écran n'est pas posé. Regardez, il n'y a pas de vrai écran, il n'y a pas de contact en tout cas. Il n'y a pas de contact entre Chet et Jaylen Brown. Donc là, forcément, on se dit, bon, bah, pas d'écran, on switche pas. C'est juste un joueur qui rôde autour. Donc là, le fait est que pas de switch. Donc Brown est un peu en retard. La pénétration va jusqu'au panier. Deuxième rotation fabuleuse de la part de Derrick White. Sauf qu'en face, qu'est-ce qui fait la différence hein? Regardez Derrick White qui est magnifique. C'est les longs bras. Les longs bras de Shai Gilgeous-Alexander et tout le monde n'est pas capable d'avoir ses bras pour tout de même relâcher le ballon autour de la rotation parfaite de Derrick White. Donc fantastique, magnifique pour l'instant. Et puis là, Derrick White à 3 points, boum, ça rentre. Ça part de quoi? Ça part de, on est en poste bas, on vient fixer, on relâche. Et avec aussi l'aspect de off-ball. Malheureusement, OKC un peu pris dans un piège puisque regardez, normalement Chet est censé, je crois, être sur cette possession sur White, sauf qu'il veut descendre. Il demande à Wallace d'échanger la position. Donc là, Wallace est un peu en retard. Normalement, il était un peu dans le corner. Il dit, ah mince, il faut que je remonte sur Derrick White. Donc un peu en retard parce que notre ami Chet voulait rester proche du panier. Donc 3 points pour Boston sur cette petite erreur. 15-12 sur ce début de match, premier quart-temps. Et puis ici, pick and roll, on va prendre Chet et ça y est, ça commence à switcher. Donc on obtient un Chet sur un 1 contre 1 et on va aller en pull-up à 3 points de la part de Tatum et ça sort. Et c'est un peu, voilà, je vais pas le redire à chaque fois, on a déjà beaucoup parlé sur tous les décryptages tactiques de Boston qu'on a fait. Il y a cette tendance à parfois un peu trop se contenter du pull-up à 3 points et en fait c'est exactement ce que veut OKC, c'est exactement ce que veut McDaniel, parce que là en plus on a un Chet qui fait un pressing très haut, donc non seulement si Tatum déclenche le pull-up, je suis très haut et je peux facilement venir contester. Alors que c'est pas comme si il était un peu plus bas en mode ah mince, je crains le drive, donc je suis un peu plus bas et je peux pas contester le tir à 3 points. Mais cela dit, bon, pour le coup, pourquoi Chet s'est permis de presser très haut? Parce qu'il sait qu'il y aura une aide derrière. Donc c'est aussi le côté, oui, je suis vulnérable en étant aussi haut, je suis vulnérable à un drive, mais il y a des aides derrière, premièrement. Mais d'un côté Boston, aussi on peut le rappeler, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller cibler Chet on-ball comme ça alors que c'est un excellent défenseur? Parce que l'idée c'est que mettons-le sur le ballon et comme ça il n'est pas off-ball. Et donc ensuite l'idée de driver face à Chet, c'est que ensuite l'aide en deuxième rideau, c'est Wallace et c'est Lou Dort et c'est pas forcément Chet. Donc bref, on redétaillera ça par la suite, mais et voilà tout ce qui se passe sur cette chasse au mismatch et les réflexions qu'il y a derrière. Et puis ici, Tatum pick and roll avec Wiggins qui défend sur lui pour l'instant, ça passe sous l'écran, Lou Dort dézone un peu et donc ça renvoie de l'autre côté, mais je crois que j'ai dit une bêtise puisqu'en fait oui, on est en zone. On est en zone défensive justement, Hartenstein est rentré, donc on a une ligne de 3 en bas, une ligne de 2 en haut, donc oubliez ce que je viens de dire au niveau du homme à homme, zone défensive, donc qu'est-ce qu'on fait? Très simple, on crée un surnombre. Là vous le voyez bien, 2 de la ligne du haut, 3 en bas, mais donc Boston on met 3 joueurs en haut, et donc 3 contre 2, très simple, un pick and roll qui vient mobiliser les deux défenseurs, donc je ressors, et forcément Derrick White il a un peu abandonné à 3 points, parce que surnombre, donc forcément quelqu'un va être libre. Donc 3 points faciles, 15-17, OKC toujours à plus 2, et cette fois-ci Chet va aller driver, il va jusqu'au panier. Et est-ce qu'il y a faute? Non, il n'y a pas faute du tout. Voilà, on est juste sur une question de match-up aussi. Là, il est défendu par un plus petit, il va aller hop,
drop depuis le périmètre face au jeu, il peut le faire. Et aussi pourquoi? Eh bien parce que Hartenstein est sur le terrain. Donc forcément, ça crée un peu des perturbations niveau match-up. Mais bref, belle finition et ça fait du bien de voir un peu de création de la part de Chet. Et puis là, toujours la zone. Cette fois-ci, pareil, hein, vous voyez qu'on crée un 3 contre 2 sur la ligne du haut. Voilà, 3 contre 2. Et puis pick and roll, cette fois-ci, qui est posé en plus à l'extérieur de la ligne de 2. C'est-à-dire que si l'écran est posé pour aller entre les deux défenseurs, bon, on vient fixer facilement Lu Dort. Là, l'écran est posé à l'extérieur de Wiggins, donc forcément, quand on sort de l'écran, eh ben, il n'y a personne. Il n'y a pas un Lu Dort, quoi. Lu Dort est de l'autre côté. Donc bref, de l'espace, on peut attaquer, on peut aller fixer, on relâche, pick and pop ouvert à 3 points, magnifique, et en plus ça rentre. Voilà, vraiment, les trucs et astuces qu'on connaît de la part de Boston, de OKC, de Cleveland, toutes ces équipes qui ont un peu plein de très bons systèmes anti-zone, l'écran posé à l'extérieur de la ligne, comme ça, quand je sors, le porteur de balle est totalement libre. Bref, très facile hein, de créer ces ouvertures dans une zone quand on sait comment opérer. Là, de retour sur du homme à homme, et vous le voyez, erreur de la défense avec SGA qui s'endort un tout petit peu. Et donc Tatum, il voit ça, il voit que ça dézone. Hop, directement, je balance, 3 points ouverts pour White. Même si cette fois-ci, c'est loupé. Et donc on peut partir en transition. Et là, simple écran en transition, erreur de communication sur les deux de Boston. Pull-up à 3 points de Lu Dort. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. On contrôle pas tout dans un match. Et là, on encaisse un pull-up à 3 points de Lu Dort. Bon ben, tant pis, c'est le basket. Hein. Et donc ça repasse à 22-19. Ici, pick and roll entre Tatum et Al-Horford. 2 sur le ballon, ça kick out sur le pick and pop. Sauf que cette fois-ci, vous avez vu que Hartenstein a fait le balayage un peu mieux. Donc soft edge, on est à peu près au niveau de l'écran. On va contenir en... Non, voilà, c'est pas un edge en mode je viens au niveau de l'écran et j'essaie de contenir loin du ballon. C'est on accepte que ça pénètre, on laisse venir soft edge, voilà, au niveau de l'écran, 2 contre 1, on contient, le pick and pop et directement le close out qui est fait. Cette fois-ci, Horford ne prend pas le tir, on fait tourner. Et puis au niveau des rotations, c'est quand même bien parce qu'il n'y a aucun décalage et à la fin ça finit avec un tir à 3 points, très contesté de la part de Jaylen Brown. Et heureusement, rebond offensif de la part de Boston et deuxième essai, Brown qui va attaquer Kenrich, kick out, extra pass, 3 points, Tatum et boum. Et vous voyez que ça fait quand même 2 fois d'affilée hein, qu'on a déjà des rebonds offensifs et c'est aussi une des faiblesses de la part d'OKC. C'est pas une défense qui va bien protéger le rebond offensif, donc il y a un peu cette carte à jouer côté Boston tactiquement d'aller attaquer ce rebond parce que il y a sans doute des possessions supplémentaires à aller chercher, à aller grappiller. Ici, vous le voyez, on a obtenu un switch. Isaiah Joe qui a switché sur Tatum, donc forcément mismatch, forcément on va venir le protéger. SGA est déjà dans la raquette, donc là on n'a pas un contre 1, on a un 2 contre 1. Également Hartenstein qui va défendre et venir descendre surtout, et quand ça descend, 3 points ouverts à une passe près. Et c'est pas pour rien qu'on a mis Peyton Pritchard ici même parce que quand lui descend, on a directement une passe près, un shooter de qualité ouvert à 3 points, c'est loupé. Mais on avait quand même cette bonne idée d'aller cibler un tel et un tel. C'est un peu le mode opératoire des Celtics. Là, c'était Isaiah Joe et puis de l'autre côté, enfin non, toujours le même côté, mais une possession après. Pick and roll, Spain pick and roll d'ailleurs. Donc un écran de la part de Cornet et un deuxième écran pour bloquer le défenseur. Vous voyez que Hartenstein, ici, se prend un écran dans le dos de la part de Tatum pour l'empêcher de reculer. Donc bref, ça vient un peu occuper ce défenseur-ci. Lu Dort veut pas non plus décrocher de Tatum au cas où il y a un pick and pop. Ici, une course, donc 2 sur Tatum, ce qui fait qu'on a plutôt un 1 contre 2 au niveau du ballon. Facile, en sortie d'écran, pull-up à 3 points, largement ouvert. Le pauvre SG était pris dans l'écran, donc voilà, très très facile. Et le Spain pick and roll, un des go-to moves de nos amis des Boston Celtics. Et puis là, vous le voyez, très simple, pick and roll. On va chercher Peyton Pritchard sur un switch, c'est ce qui est fait. Donc forcément, les schémas d'aide se mettent en place, mais l'accès au panier est restreint par Luke Cornet, mais c'est pas grave, je prends le pull-up à 2-3 mètres, par-dessus en plus, parce que Pritchard, il fait à peu près 1m50 hein, comme nous. C'est un peu un mec normal, hein, Peyton Pritchard, c'est pas un athlète NBA qui fait 2m10 ou 2m5. Et donc le shoot par-dessus, assez facile. Ici, Tatum, on va chercher Isaiah Joe, vous le voyez, ça y est, on a forcé le switch. Nouveau pick and roll, une fois qu'on a un premier rideau plus fragile, pick and roll, et vous voyez qu'en effet, il vient s'écraser sur l'écran, comme peut-être Lu Dort ne l'aurait pas fait. On peut attaquer plus facilement le edge, plus agressif cette fois-ci. Vous voyez qu'on n'est pas en soft edge, on laisse venir, on laisse pénétrer. On est un edge un peu plus agressif, on monte au niveau de l'écran, on barre la route au porteur de balle. Donc 2 sur le ballon, ça libère, Cornet. Sauf que magnifique rotation ici déjà dans la raquette Kenrich Williams. La passe un peu imprécise, Kenrich qui vient intercepter. Et donc on a ce quadrillage défensif de la part d'OKC qui concède un mismatch ici même, mais derrière agressivité de la part de Hartenstein qui est bien compensée par le deuxième rideau. C'est parfait, turnover, la meilleure équipe quasiment de l'histoire en termes de création de turnover qui de nouveau frappe ici et puis là. Pull-up à 2 points, SGA, ça roule tout doucement au panier. Et en fait, on est sur une zone défensive 2, 1 et 2. Donc une ligne de 2 en haut, Pritchard et Sam Hauser. On a Tatum qui est en plein milieu. Et puis de l'autre côté, on a aussi une ligne de 2 avec Cornet et Torrey Craig.
En tout cas, c'est un peu l'idée. Voilà, vous voyez que Cornet revient dans le corner alors que Ludort est monté. Et donc là, c'est à Tatum de venir prendre Ludort, justement, sauf qu'il est un peu en retard. Donc il va être un peu de facto en drop, en retrait. Donc là, si tu restes en drop face à SGA, il va pénétrer en sortie d'écran. Personne devant moi, donc je peux aller sur mon spot à mi-distance et m'installer très tranquillement. Ce pull-up, c'est mon tir. Voilà, donc là, un peu mauvaise attention de la part de Tatum qui vient un peu tard récupérer Ludort. Ou alors peut-être que Cornet aurait dû rester. Mais bref, c'est un peu l'idée de ces zones, c'est que quand on sait comment les attaquer, on peut arriver facilement à les démanteler. Ici, pull-up à 3 points, Tatum, ça passe sous l'écran à cette distance, il dit « Ah tiens, ça passe sous l'écran? Ok, redemande un écran, rescreen de l'autre côté, voyons voir s'il repasse sous l'écran. Non, cette fois-ci non, mais de toute façon, j'ai une bonne séparation, je prends le pull-up et je le mets. 33 partout ici en ce début de deuxième quart-temps. Isolation, Chet face à Luke Cornet. Ça défend bien, jusqu'à ce que ça ne défende plus bien, c'est-à-dire il mord totalement sur la feinte. Et vous voyez que en fait l'idée c'était d'avoir Cornet plutôt en off-ball, ou plutôt sur le poste 5, donc là Hartenstein, mais un simple écran, un pin-down pour provoquer un switch, c'est ce qui est fait. D'habitude on n'aime pas switcher, on n'aime pas faire que Cornet soit on-ball, mais là OKC est parvenu avec un bon écran à l'impliquer on-ball, et on voit aussi que, ben voilà, autant c'est un des meilleurs protecteurs de panier en deuxième rideau off-ball, loin du ballon, quand il a que à se soucier d'apporter une aide sans rien, autant quand il est on-ball, il peut être ciblé et attaqué, et même largement plus fragile. Ici, vous voyez aussi OKC qui met en place sa zone 2-3, 2 ici et 3 en bas. Ça, c'est classique. De nouveau, on voit directement le 3 contre 2 sur la ligne du haut. Voilà, donc un pick and roll qui va mobiliser les deux, plus en bonus, un shooter qui va forcément être libre. On attaque pile au milieu de la zone, au milieu de la ligne des deux. On y va, on vient fixer, on ressort. Sam Hauser qui remonte et qui prend shoot par-dessus Ousmane Dieng qui était un peu en retard. C'est loupé, mais un bon tir, mine de rien. Et puis là, on repart de l'autre côté avec de nouveau Cornet qui va être ciblé. Cornet qui veut rester le plus souvent possible off-ball, pardon. Donc là, on l'implique une fois sur les écrans, une deuxième fois. Ici, ça reste en drop, donc forcément 2 sur le ballon avec Brown qui revient sur Chet et Cornet qui reste aussi en rentrée. La passe par-dessus, le roll un peu libre dans le dos de Cornet, le flotteur, c'est parfait. Donc clairement, Mark Daigneault et OKC, ils savent ce qu'ils font, notamment vis-à-vis du ciblage de ce pauvre Cornet. Ici, on finit avec un panier, rebond offensif, heureusement, ça rentre dedans, mais toujours pareil. La ligne 2 et 3 en bas, le surnombre 3 contre 2, et là, le pick and roll vient attirer les deux défenseurs, donc Derrick White est libre d'attaquer. Vous voyez que clairement, on a ce pick and roll, Wallace et Isaiah Joe sont mobilisés, donc Derrick White peut avancer, personne devant lui, je viens, et là 1 contre 2 sur la verticalité. Là Hartenstein est un peu déchiré entre est-ce que je monte sur le pull-up ou est-ce que je redescends. Finalement il est un peu nulle part, pas de box-out sur Cornet qui peut finir et nettoyer cette action. Toujours plus 2 pour OKC, mine de rien. Ici écran, mais vous voyez que cette fois-ci ça ne switche pas, voilà. Brown reste accroché, on veut pas que Cornet switch sur Chet. On renchaîne, nouvel écran, non, feinte d'écran, ça va au panier. Et ça va cibler une nouvelle fois on-ball notre ami Cornet avec un excellent coup d'épaule ici. Boum, de la part d'Hartenstein. Le flotteur par-dessus la longueur. Magnifique, magnifique. Et le plan de jeu est très clair. Faire du mal au meilleur protecteur de panier sur le terrain pour l'instant. La zone toujours, Brown qui pénètre. Kick out, 3 points ouverts pour Derrick White. C'est loupé, un peu dommage. Mais voilà, zone de 2. La ligne de 3 en bas, vous voyez le 3 contre 2 en haut sur la ligne du haut. Vous la voyez peut-être, hein, ce 3 contre 2 ici, voilà, le triangle. Bref, donc pick and roll. Hartenstein cette fois tente de monter un peu plus haut pour compenser, comme ça Isaiah Joe pourrait rester sur le shooter et c'est Hartenstein qui va venir récupérer le drive, sauf que non, on rebascule de l'autre côté, on attaque, on vient fixer, on ressort et catch and shoot largement ouvert pour Derrick White, un excellent shooter à 3 points. Donc Boston, ça met pas des tirs à chaque fois, mais j'ai l'impression que pour l'instant, ça trouve des solutions assez facilement face à cette zone, hein, pour le coup. Et puis là, pareil, on insiste encore et encore. Pick and roll, cette fois, c'est pas Chet, c'est Cason Wallace. Donc, je viens chercher la balle, jeu de main à main, et directement après, ça part sur la gauche, et hop, rescreen sur la droite immédiat. Donc White, qui reste accroché, bah, il est pris sur le rescreen, sur le deuxième écran, il est un peu plus pris. Wallace va au panier et peut attaquer frontalement ce drop de la part de Cornet. Hop. Voilà, c'est vrai que j'insiste, hein, mais vraiment Cornet, quand il doit être en bonus sur une action, c'est cool, mais quand il doit bouger dans le périmètre, c'est pas bien. Et même en drop, vous avez vu qu'en drop, c'était pas cool, c'était pas très bien au niveau boucher les angles, au niveau comment dire, encaisser les chocs aussi, ce genre d'éléments du drop, hein, finalement. Donc bref. Et puis là, encore et toujours la zone 2 et 3, toujours le 3 contre 2 sur la ligne du haut. Voyons comment OKC peut gérer ça. Pick and roll, on vient fixer les deux défenseurs. Non, Wallace repart et ça va être à la ligne du bas de venir
récupérer le drive. Donc là c'est un peu une nouveauté parce que tout à l'heure on avait un peu le deuxième qui venait aussi sur le pick and roll. Là non, là je repars ici sur White comme ça, c'est plutôt à la ligne du bas de venir encaisser le drive et du coup il y va pas totalement mais il s'arrête pour le pull-up à 2 points. Donc on voit très bien que là c'est ce 3 contre 2 qui est créé sur la ligne du haut qui facilite tout pour le coup, parce que quand Wallace s'en va, certes il y a Hartenstein qui est prêt pour au cas où il y a un drive pour récupérer tout ça, sauf que bah non, Brown il se dit bah je suis ouvert, je prends le tir, c'est mon tir en plus, c'est mon tir, donc très facilement on arrive à se libérer cette zone intermédiaire pile au milieu de la zone justement. Et puis là de nouveau vous le voyez, le même pin down, un down screen, un écran vers le haut ici pour Chet qui va remonter. L'écran est excellentissime de la part de Hartenstein, c'est ce qui fait que forcément Cornet il doit switcher un peu de facto parce qu'on veut pas, mais comme l'écran est bon, Brown il est un peu trop en retard, donc ça switch et forcément on s'installe, face-up jumper par dessus. Réactivité assez mauvaise de la part de Cornet, donc Cornet qui se fait martyriser, qui pour l'instant je crois que sur toutes les actions qu'on a décrites, pour l'instant on l'a jamais vu off-ball, pouvoir un peu rôder autour du panier, être un safety, être ce bonus qui va affecter les actions avec sa longueur. Et puis là, voilà à quoi ça ressemblerait si Kevin De Bruyne était en NBA. La passe parfaite, magnifique, le panier, alors que ce panier n'aurait jamais dû exister. Regardez, donc ça, la balle au poste haut, on vient tourner autour, fin d'écran, finalement il va cutter au panier Ousmane Dieng. La défense est parfaite de la part de Derrick White. Vraiment, franchement, il est toujours bien placé. Là, ça passe sous l'écran, je reste accroché. Dieng n'est pas ouvert, et pourtant il capte la balle et il va scorer parce que la passe est incroyable et le ballon est parfaitement placé. Il commence à lancer alors que le cut n'est pas fait, mais surtout en fait c'est comme on dit en NFL, le quarterback qui lance le receveur ouvert, c'est le placement du ballon qui fait que le mec est ouvert, parce que là sans ça en fait il n'était pas ouvert, Ousmane Dieng. Donc bref, une des passes de la saison à n'en pas douter, et Derrick White qui est pourtant un défenseur fabuleux n'a rien pu faire ici toujours pareil, la zone 2-3 avec des surnombres d'un côté, de l'autre, regardez, donc 2 ici, on va créer pick and roll plus shooter, donc 3 contre 2 ici, ça coulisse, ça contient. Hop, de l'autre côté, pareil, un nouvel écran avec Jrue Holiday. Cette fois-ci, notre ami Chet va finir par monter depuis la ligne du bas vers la ligne du haut. La voici, donc on vient stopper le ballon. Et là, si je fais pause, vous voyez qu'on a un 3 contre 3 à nouveau. On n'a pas du tout un 3 contre 2, mais quand Chet monte depuis la ligne du haut, forcément 3 contre 3, donc pas d'ouverture. On arrive à laisser le ballon en haut. Et vous avez vu aussi le play call de la part de Daniel qui dit attention, on repasse en homme à homme. Voilà, homme à homme, on repasse en homme à homme, on reste comme ça, on revient pas en zone. En fin de possession, restons en homme à homme. Et à la fin, Jaylen Brown qui fait une faute offensive en essayant d'attaquer Isaiah Joe. Donc voilà, ça c'est aussi, il faut avoir conscience que les zones c'est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on démarre en zone, mais au bout d'un moment, on a ce play call de Mark Daniel, mais même ils le savent, ils n'ont pas besoin de ce play call là. Mais ça se transforme très vite aussi en homme à homme quand le décalage est fait, quand ça a trop bougé d'un côté et de l'autre. Et donc cette fois-ci, la zone a marché parce qu'on n'a pas autorisé un surnombre trop facile pour Boston. Et puis toujours de ce côté-là, la zone 2-3, vous la voyez de nouveau le 3 contre 2 ici. Nouveau pick and roll pour tenter de fixer le plus de défenseurs possible. Est-ce qu'on peut relâcher? Vous avez vu que Tatum lève la tête. Est-ce que je peux relâcher ici potentiellement? Je ne sais pas. J'aurai un assist, je relâche en effet et Jrue Holiday est ouvert à 3 points. Et avec en plus en bonus rebond offensif, non, pas capté. Mais voilà, c'est très facile, très facile. Alors vous me direz, c'est peut-être moins grave parce que Jrue Holiday, c'est pas un top shooter à 3 points. Bon, ça reste quand même un catch and shoot ouvert pour un mec qui était à 40% depuis 2-3 ans, quoi. Donc bref. Ici, encore une belle ouverture, mais il y a aussi un thème, c'est que Boston ne met pas ses 3 points pour l'instant, malgré la belle qualité de tir généré. D'ailleurs, en voici un autre, mais cette fois-ci, ça rentre. Mais clairement, c'est pour ça que pour l'instant, ils sont menés d'une petite dizaine de points. Vous voyez que pareil, zone 3-2 ici, le pick and roll qui vient fixer les deux, et donc je relâche facilement. Et cette fois-ci, en plus, Tatum vient bien fixer, c'est-à-dire qu'il ne relâche pas le ballon ici. Non, je viens fixer, je pose un dribble de plus, je viens fixer, j'attire le plus possible avant de relâcher. Et en effet, 3 points largement ouverts. Et enfin, ça rentre. Donc Boston revient au contact. OKC mène 48-45 à présent seulement. Et là, le fameux ghost screen, un écran fantôme entre Isaiah Joe et SGA. Donc là, l'écran fantôme, il n'y a aucun écran qui est posé. Vous voyez, juste, il va poser sa main sur la hanche de Derrick White pour faire genre, oh, tiens, il y a un contact. Donc il y a un switch. En fait, ça vient un peu perturber les switches, justement. Donc là, on est ouvert parce que cette course a créé de la perturbation. On n'a pas pu changer correctement sur les écrans. Donc 3 points ouverts. Et puis là, enfin, on repasse sur du homme à homme, pick and roll d'un côté, ça switch, mais on n'a pas le temps d'aller chercher ce mismatch. On rebascule de l'autre côté et Tatum va aller chercher Chet Holmgren sur un switch et il va l'attaquer dans cet espace. Et le fait est aussi que, regardez,
une fois qu'on a eu Isaiah Joe sur Brown, Brown va se mettre ici, donc au cas où pour aller en post-up, mais surtout, désormais qu'on attaque un peu Chet Holmgren dans le périmètre, bah, le deuxième rideau, il s'appelle Isaiah Joe, et donc forcément, il est assez mauvais pour le coup. Et c'est aussi ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Pourquoi est-ce que Tatum va cibler et va chercher sur un switch Chet Holmgren alors que c'est un excellent défenseur? Pourquoi est-ce qu'on va pas plutôt aller cibler SGA ou pourquoi on va pas cibler Isaiah Joe? C'est pour ça. C'est parce que quand on met Chet dans le périmètre, on peut l'attaquer, et en deuxième rideau, les aides, c'est SGA et c'est Isaiah Joe, c'est pas de qualité. Donc forcément, c'est quand même plus facile de battre en mismatch Chet et d'aller challenger des mecs nuls derrière plutôt que l'inverse, plutôt que dépasser facilement Isaiah Joe, mais ensuite tu dois affronter Chet en deuxième rideau, donc c'est aussi cette question-ci. De l'autre côté, même système, pick and roll ici, White et Brown, on rebascule de l'autre côté avec nouvelle option. Cette fois, c'est pas un écran pour Tatum, c'est un écran surprise côté faible avec Al Horford qui pose un écran pour Jrue Holiday qui remonte. Quelle est un peu l'idée, c'est que vu qu'on avait créé un mismatch de l'autre côté avec Brown qui obtient Isaiah Joe, forcément que la défense allait commencer un peu à pencher de ce côté-ci. Donc le renversement de jeu de l'autre côté, Gator Option, hop, avec un écran qui est censé un peu prendre un revers et ça marche. HD en effet avait un peu commencé à dézonner, donc 3 points ouverts, il est en retard sur l'écran, même si le 3 points encore n'est pas rentré. Ici pick and roll, ça switch, mais ça switch un peu en retard. Horford, un nouveau 3 points. Donc là ça commence un peu en edge et puis ça se transforme en late switch, donc 2 sur ballon, mais au final Lu Dort va finir par revenir sur Al Horford, mais un peu tard, le 3 points est ouvert. Malheureusement, encore ça ne rentre pas. C'est un peu un thème, vous me direz, c'est que parfois Boston, quand ça perd, c'est que les 3 points ne rentrent pas. Mais la différence, c'est que parfois je râle un peu et tout le monde râle un peu sur ce côté. Ils prennent trop de pull-up. Et là, oui, ça, c'est un Boston qu'on n'aime pas. Un Boston qui met pas ses 3 points au niveau des pull-up. C'est pas des tirs d'aussi grande qualité. Par contre, là, c'est pas ce cas-là. Là, on n'est pas sur un Boston un peu nul et un peu mauvais en attaque. Il génère de très bons tirs, mais juste, ça rentre pas. Donc, bref. De l'autre côté, vous le voyez, l'écran totalement glissé ici de la part de Chet Holmgren. Pas d'écran même. Hop, je cours vite au panier. Et donc, on est censé switcher, mais de facto, on a 2 sur le ballon et un qui est derrière tout seul. Donc, le service par-dessus. Finition facile au panier après avoir capté la balle. Voilà. Et en plus, avec le bonus que, évidemment, vu que Al Horford est impliqué dans le périmètre, bah, il n'est pas en deuxième rideau. Donc là encore, ok, ici pour l'instant, je crois n'a jamais eu à devoir affronter ni Al Horford ni Cornet en termes de deuxième rideau, en termes de aide au panier. Et puis là, déjà le retour de la zone, 2 en haut et 3 en bas, vous la voyez. De nouveau, vous voyez aussi le surnombre sur la ligne du haut de Boston, mais cette fois-ci, hop, fin d'écran, je pars plein centre, je viens péter la zone en plein dans le centre, sauf que à la fin, c'est aussi pour ça qu'on fait une zone, c'est que au niveau du panier, qu'est-ce qu'on a? On a Chet Holmgren. Donc là, Tatum se dit non, je ressors, j'ai pas envie d'affronter Chet en deuxième rideau. Et donc, Al Horford peut ensuite aller au panier sur ce qui est un peu de facto un switch. Hein. Ici, on va attaquer la première ligne, mais donc on attaque le plus fin Wallace. Chet vient aider à nouveau, mais vu qu'il vient aider, il n'est pas en box-out sur notre ami Tatum qui peut donc nettoyer tout ça. Voilà, c'est aussi un peu la faiblesse de la zone parfois, c'est à quel point tu es vulnérable au niveau du rebond offensif parce que tu n'as pas les bons joueurs au bon box-out sur les bons match-up. Et puis là, enfin, un 3 points qui rentre, ça part de un pick and roll, Brown qui va attaquer Chet Holmgren. Non, en fait, il va libérer très facilement vers Jrue Holiday parce que Lu Dort dézone et Jrue Holiday fait le connecteur. Hop, fin de tir. C'est pas moi qui ai créé le décalage, mais j'en profite et je l'amplifie. Je renvoie la balle de l'autre côté, catch and shoot de la part de Tatum vers le côté faible. C'est super, ça rentre et donc Boston reprend l'avantage 57-56 en cette toute fin de première mi-temps. Ils ont été menés de quasiment 10 points, ils sont de retour de plus 1. Isolation, c'est pas servi, on ressort vers Chet qui met le 3 points, non, qui tente le 3 points, et c'est là qu'on voit aussi, pardon, vous allez voir, donc l'isolation ça tient très bien avec Horford qui bouge un peu l'espace, également Tatum qui bouge un peu l'espace, donc la ligne de 3 ici qui est prête à venir aider, ça revient vers Chet qui, vous allez me dire, il loupe un tir, mais qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a l'expertise des lancers francs de la part de SGA qui va tomber. Alors je sais pas ce qui est passé, il est peut-être j'ai pas l'impression que Brown fasse grand chose, mais hop, et donc 2 lancers francs pour OKC qui va reprendre l'avantage 58-57. Bon bref, je vous laisse faire votre propre avis à propos de cette faute ou pas faute, j'en sais rien, mais je suis quand même d'accord avec vous. Ici la zone de 3 et cette fois-ci un pull-up à 3 points. Pourquoi? Parce que 2 en haut, 3 en bas, on vient poser un écran et Lu Dort ne va pas venir aider, ni non plus, alors ni Lu Dort ne vient prendre Tatum en sortie d'écran, ni d'ailleurs celui de la ligne du bas. Donc forcément, je prends l'écran 1 contre 2 ici, je sors, il n'y a personne, je prends le pull-up à 3 points. Donc voilà, c'est aussi, là pour le coup, c'est pareil, le même principe du surnombre. Sauf que cette fois-ci, plutôt que venir aider, il reste sur le shooter pour pas laisser un catch and shoot ouvert de Derrick White. Donc forcément, cette fois-ci, c'est le pull-up qui est ouvert en sortie de cet écran, trop facile. Boston reprend l'avantage 60-58. De l'autre côté, pull-up à 3 points de la part de SGA qui va directement attaquer et prendre le tir le plus tôt possible. C'est un 2 for 1. Hein. Il reste 35 secondes, donc 2 for 1. On tire comme ça, on aura une deuxième possession et en plus le bonus de ce 2 for 1 c'est le rebond au niveau de Hartenstein, donc 2 points et en plus OKC pourra avoir le dernier tir de la mi-temps. Il reste 12 secondes au niveau de la possession de Boston.
Tatum essaie de négocier, pick and roll d'un côté, de l'autre, je pénètre au panier. Excellente passe sous le panier, mais notre ami Jrue n'a pas osé tirer. Il a ressorti vers le 3 points et le 3 points est loupé. C'est dommage, hein, dommage parce que là tout était bien fait avec encore une fois la zone ici, 3 en bas, 2 en haut. On pénètre de nouveau le surnombre sur la ligne du haut, fait que notre ami Lou Dort n'ose pas aller venir aider et stopper totalement Tatum. Donc là il revient vers Derek White. Donc nouveau screen de l'autre côté. On arrive à aller plein cœur de la défense. La passe parfaite, je fixe Hartenstein et je libère. Et là Jrue qui n'ose pas prendre ce layup. Un peu dommage parce que l'opportunité était créée. Et explicitons-le, le passing de Tatum, hein, qui, si vous avez un peu suivi tous les décryptages tactiques de Boston, on a quand même vu de superbes lectures, de super belles passes de la part de Tatum sur cette saison 2025. Là, ça ne va pas au bout, mais c'est pas de sa faute. Lui, il a fait sa passe, une magnifique passe. Et donc on peut attaquer cette deuxième mi-temps, pick and roll Tatum de l'autre côté, Brown qui va pouvoir attaquer le pauvre Aaron Wiggins qui a dû traverser un écran et qui en plus va switcher sur Brown. Et autant l'attaquant est un peu très sous-estimé, je trouve, Wiggins, autant en défense il est quand même un peu plus fragile et donc en effet Brown peut l'enfoncer jusqu'au panier et c'est le but, hein, c'est le but d'attaquer Wiggins plutôt que Wallace qui est plus petit mais qui a quand même bien résisté sur la première mi-temps. Donc là on peut aller cibler Wiggins qui résiste beaucoup moins. Un layup au niveau de l'arceau, c'est parfait. Et puis là, le play call surprise du jour de la part de Mark Delniolt avec ce pick and roll pour Lou Dort, pull-up à 2 points. Bon, voilà, il aime bien faire ça. Il aime bien un peu faire des play call surprises contre Denver. Souvenez-vous, c'était une sortie d'écran, un jeu en sortie d'écran à 3 points pour Lou Dort. Là, c'est un pick and roll. Pourquoi pas. Ça vient un peu surprendre la défense et ça marche en plus. Donc tant que ça marche, c'est tant mieux. Là, pick and roll Tatum, on va switcher. Et une fois qu'on a le switch, l'idée c'est qu'on l'a déjà expliqué. Cibler Chet on ball, quel est l'intérêt? C'est que quand on le dépasse, le deuxième rideau va être un peu de mauvaise qualité. Il n'y aura pas de Chet en tout cas, donc c'est Wiggins et c'est SGA, etc., etc. Alors que si on avait fait l'inverse, si on avait un peu ciblé SGA on ball, on l'aurait dépassé facilement. Il y aurait eu Chet derrière pour protéger. Donc l'idée de cibler Chet, c'est pour ça, c'est pour un peu affaiblir le jeu off-ball. En l'occurrence, tout le monde va dézoner. Donc que fait Tatum? Fin de pull-up et je vais transmettre à Horford qui est abandonné. Extra passe, pareil, SGA qui avait un peu dézoné. Donc le temps de revenir, il mord sur la feinte, hop sur le close-out, Jrue peut l'attaquer et aller finir au panier. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, vous le voyez qu'en effet, ce dont on parlait, Chet est coincé dans le périmètre et donc là, l'aide en deuxième rideau, c'est Wiggins. Et donc, il n'y a pas de protection de panier du tout. Bref, avançons de l'autre côté, OKC, plus 1, 65, 64, on va aller chercher à Horford, on va s'installer dans la raquette, mais la défense de Boston qui va au grain, regardez, ça switch au niveau de l'écran en transition, comme ça, pas de décalage, pas de problème, et ensuite lui, il va attaquer, et la raquette est un peu bouchée parce que Tatum est par là, notre ami Jaylen Brown aussi est par là, Jrue redescend aussi, donc on vient totalement boucher l'espace, on est presque à une main près de créer l'interception, mais à la fin, 3 points de Wiggins ouverts malgré tout, un peu sur la confusion, on arrive à libérer ce tir-ci qui est loupé, un peu dommage, et je crois qu'il y a rebond offensif, non, rebond défensif. Non, il y a rebond offensif, faute. Donc OKC conserve la possession, et puis sur la possession d'après, justement, de nouveau, Brown sur SGA, un écran, on va chercher Horford de nouveau, voilà, ça change. Et cette fois, c'est un pull-up à 3 points. C'est pas un drive, puisque il a été déçu de ne pas avoir d'espace. Donc là, je prends le pull-up à 3 points. Mais heureusement, il est bien contesté. Et là, Boston est totalement content de concéder ce tir-là. Là, pour le coup, forcer un peu SGA sur des pull-ups, il peut les mettre, hein, mais il vaut mieux prendre un pull-up et concéder un pull-up à 3 points qu'un drive de SGA, forcément. Et puis la isolation, pas d'écran, juste Tatum qui va cibler et attaquer notre ami Lou Dort et qui va s'installer pour le 2 points. Et ce qui est assez appréciable ici, c'est à quel point est-ce que le terrain est bien organisé, en fait, pour ceci. Donc on met un mec dans le corner, un mec sur l'autre aile et on fait attaquer depuis 7 LC. Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de stunt ici qui viennent sur l'aile parce qu'il n'y a ni attaquant ni défenseur. Donc là, le terrain ne peut pas être bouché sur le début de drive et donc il peut aller commencer son drive. Personne ne le gêne. Je m'installe dans ma zone à mi-distance et je mets le tir. Et là, c'est, comme dit, hein, la configuration du terrain qui permet ça de tout cet espace, ce boulevard au milieu qui va un peu empêcher les stunts. Et donc, on a un vrai 1 contre 1. Le shoot par-dessus, le shot making de la part de Tatum. Ici, Tatum en poseur d'écran. Cette fois, voilà, on obtient le switch. On a SGA. Maintenant, il va falloir l'attaquer. On y va. Main droite, main gauche. On ne sait pas. On l'attaque. Non, crossover, main gauche. On s'installe dans la raquette. Bim, bam, boum. Et lancer franc. Et voilà. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça fait du bien. C'est-à-dire, on obtient le mismatch. Et on se contente pas du pull-up par-dessus parce qu'on se dit, oui, je suis plus grand. Je peux shooter par-dessus le pull-up à 3 points. Non. On y va. On attaque. Et on va chercher les lancers francs. Donc ça, c'est un Tatum qu'on adore. Vraiment, on l'adore celui-ci. C'est le Tatum agressif qui va au panier, qui va en post-up dans la raquette, etc., etc. Au point même que, regardez, ici, on ne veut pas switcher. Lou Dort reste accroché une première fois, une deuxième fois. Ici, Lou Dort revient sur Tatum, il n'y a pas de switch. Et à la fin, le pull-up est relativement contesté, enfin catch and shoot plutôt même, catch and shoot plutôt contesté par Lou Dort. Parce qu'on ne veut plus concéder ce mismatch à Tatum parce que sinon, il peut l'attaquer trop facilement.
Et là, le grand classique de OKC, c'est-à-dire la balle remontée sur une aile. Et puis de l'autre côté, système de semi-transition. De l'autre côté, on a un écran pour Chet, un flare screen, un écran hop pour un 3 points. Le grand classique de la part d'OKC. Et cette fois-ci en plus, ça marche. Chet met le 3 points. Donc OKC commence un peu à s'échapper. 77-68 dans ce troisième quart-temps. Et là, un joli petit système pour libérer tout un quart de terrain, vous allez le voir, pour Brown, avec en plus, encore une fois, un switch. Il veut plus Wallace, on va chercher plutôt Aaron Wiggins. Le voici, c'est pour ça que on a plein de monde agglutiné ici côté gauche du terrain. Il n'y a pas de spacing de ce côté-ci, mais c'est pas grave. Le but est de libérer toute cette zone de l'autre côté, sauf que cette fois-ci, Wiggins se bat très bien et donc on empêche le post-up facile ici, isolé sur tout ce côté. Voilà, bon effort défensif de la part de Wiggins, donc pas de post-up facile et on reprend la possession. Excellente défense. Et la Chet face à Al Horford, on va l'attaquer. Non, jeu de main à main avec SGA qui vient récupérer. On obtient le switch. Horford sur SGA et de nouveau le pull-up à 3 points. Et cette fois, bingo. C'est bingo, mais pour le coup, je pense que vraiment Boston est assez content. Et vous allez voir que d'ailleurs, Al Horford, il reste plutôt en retrait. Là, on n'est pas sur un pressing haut de la part de Horford. On reste plutôt en retrait. On est prêt à coulisser et à reculer. Et donc, voilà, il y a ce côté priorité, c'est le drive. Donc au final, on le laisse prendre ses pull-ups à 3 points, même s'il peut les mettre, mais vous avez un peu compris l'idée. Et puis de l'autre côté, le pick and roll de Tatum, mais cette fois-ci, regardez, on reste à 2, à la fois Lou Dort et à la fois Chet pour contenir Tatum, qui va donc libérer pour le pick and pop à 3 points, mais cette fois-ci, on a un troisième homme qui fait la rotation. Voilà, je fais la rotation au moins momentanément et ensuite je reviens, comme ça pas de pick and pop cette fois-ci, contrairement au début de match. Ici, nous au pick and roll, ça switch au niveau de l'écran, donc Chet va aller sur Derrick White, donc comme ça il n'y a pas de décalage et ensuite on va forcer le 1 contre 1, on le défend magnifiquement. L'aide au panier de Aaron Wiggins également, d'ailleurs vous avez vu que j'ai parlé de sa défense on-ball qui était un peu fragile, mais là ça fait quand même 2 possessions off-ball où il a contesté la ligne de passe sur le post-up de Brown et puis là, magnifique rotation pour boucher l'angle et comme ça la passe est totalement loupée. Perte de balle et donc OKC reprend la possession 80-68 plus 12 à présent dans ce troisième quart-temps. Kick out vers Wallace qui va attaquer le panier, mais superbe main défensive. Hop, qu'est-ce qui se passe? Ça bug, excusez-moi. Superbe main défensive, pardon, je disais de la part de Jrue Holiday. Alors ici écran, on va cibler alors Ford qui reste un peu en retrait. Il attaque très fort SGA. Le terrain se referme autour de lui, 3 défenseurs, donc ça kick out, ça c'est bien. Et puis deuxième fois, un deuxième stunt de la part de Jrue Holiday qui vient ici s'interposer, les mains défensives, interception. Voilà, OKC a quand même de top playmakers défensifs, mais Boston aussi, faut pas l'oublier que Boston aussi est une top défense, alors pas autant sur les turnovers, mais tout de même. Et puis là, Tatum, après le repli défensif, on a obtenu Chet, on va l'attaquer très simplement, vous avez vu en plus pourquoi est-ce qu'on a plein de monde agglutiné ici, parce qu'on a tout ce quart de terrain, main gauche qui est libéré pour Tatum, comme ça personne vient le gêner, personne fait des stuns, personne s'interpose en début de drive, il s'installe à nouveau dans la raquette, le pull-up à 2 points, ça change tout. Ça change tout à quel point quand il a un peu d'espace pour enchaîner sur ses spots, finalement c'est quand même beaucoup plus facile, contrairement à devoir affronter un stunt, à devoir affronter un obstacle en tête de raquette, etc. Et puis là, SGA de nouveau, on va chercher un switch et puis la finition au panier, absolument spectaculaire. Donc la pick and roll très tôt, on obtient le changement, on fait semblant de partir sur le pull-up à 3 points. Donc Al Horford, il se dit ah mince, il faut que je monte contesté. Et quand ça monte contesté, hop, changement de direction, je réaccélère. Donc là, Horford, le pauvre, il est quand même très bon. Il fait un match super, mais il est un peu perdu, il est dépassé. Et à la fin, la finition avec les longs bras autour de Jrue Holiday, regardez, magnifique. Et puis là, à nouveau, pick and roll de Tatum, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va split le pick and roll, il va le fendre en deux et il va aller jusqu'au panier terminé. Et alors le truc c'est quoi? C'est qu'il s'attend à ce qu'il y ait un 2 contre 1. Il s'attend à ce que, comme tout à l'heure, ils sont un peu contenus au niveau du ballon. Donc qu'est-ce qu'on fait? On attaque et je vais fendre, pris par surprise, le crossover. Je passe entre les deux défenseurs. Et là, en fait, il vient totalement prendre un revers parce que regardez un peu les pieds, les appuis de Chet, regardez. Au moment où il est prêt à se propulser à partir du pied gauche ici pour se propulser, pour coulisser et contenir un peu le drive en sortie d'écran, le crossover pile à ce moment-là et donc regardez les 2 pieds décollés du sol. Finalement Chet ici, on peut prendre la photo, il peut rien faire, il est en l'air au moment du crossover, changement de direction, il peut rien faire et donc ça va finir facilement au panier aussi. Pourquoi? On l'a déjà dit, le fait de cibler Chet dans le périmètre, ça permet d'affaiblir le deuxième rideau et donc une fois que Chet ici est éliminé, l'aide forcément c'est Wiggins, c'est SGA, donc c'est pas de qualité, on peut aller facilement terminer. On adore un Tatum qui va driver comme ça, un Tatum qui est agressif plutôt que prendre des pull-ups, c'est très bien. Et à la fin, Chet dit ouais, elle est pour moi, désolé les gars, c'est moi qui ai mal réagi au niveau du edge, j'ai pas su contenir le ballon. Et puis là aussi un truc qu'on n'a pas trop vu, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, on a Boston qui met un peu Al Horford sur Cason Wallace, un peu dans ce mode de pensée, vous savez, de l'abandonner pour rôder autour du panier. Et donc là, le contre-move, c'est quoi? C'est que
Wallace peut aussi attaquer frontalement. Toi, tu veux être off-ball en étant en match-up sur moi, mais moi, je peux aussi très bien t'attaquer frontalement. C'est ce qui est fait. C'est voilà, comme je dis à chaque fois, c'est on voit la différence entre Wallace, entre un simple 3&D et un Wallace qui, pour l'instant, en début de carrière, est 3&D, mais qui s'est fait drafter top 10 à la draft parce que talent pur, ancien top lycéen. Donc, on voit qu'il y a quand même de la création et je pense qu'à long terme, il y aura de la création. Donc, c'est aussi l'intérêt, c'est que on vient punir ce match-up-là. D'ailleurs, comme au match aller, souvenez-vous, on avait aussi décortiqué des séquences où Wallace punissait. À l'époque, c'était déjà Hallerford qui était sur lui. Donc là, le drive, c'est parfait. Et de l'autre côté, Tatum de nouveau pick and roll. Mais cette fois-ci, vous voyez que Hartenstein est sur le terrain au même moment que Chet. Donc le ballon ici, c'est Hartenstein qui est sur le pick and roll avec Chet en deuxième rideau. Et donc là, vous voyez que tout ce que j'ai expliqué est totalement annulé puisque quand le pick and roll est géré ici, on aura tout de même Chet en deuxième rideau. Ou alors l'inverse, ou alors on fait amener Chet sur le ballon, mais Hartenstein pourra être en deuxième rideau. Donc c'est aussi l'intérêt de ce line-up à double big, hein, c'est que au final il y en a un dans le périmètre et un deuxième rideau, et soit l'un soit l'autre, mais tu ne peux pas un peu isoler et affaiblir un côté, soit le périmètre, soit le panier. Donc ça rebascule de l'autre côté, et à la place Brown qui est obligé de forcer un mauvais tir face à Wallace. Excellente défense parce que le pick and roll n'a rien donné. Il s'est fait surprendre Tatum avec le edge de la part de Hartenstein, et puis là un jeu de main à main entre SGA et Hartenstein. Voilà, il arrive bien lancé, donc je roule l'idée est pris dans l'écran, l'excellent écran de Hartenstein. Horford est un peu en drop, donc il y a de l'espace pour pénétrer en sortie de l'écran, c'est ce qu'il fait, il s'installe en tête de raquette. Tatum va venir aider, donc Tatum dézone. Qu'est-ce qu'on fait? On punit avec une passe vers le joueur qui a été abandonné par Tatum, largement ouvert, catch and shoot dans le corner, Lou Dort. Bon, juste dommage qu'ils ne le mettent pas, mais pour le coup encore un tir de grande qualité généré par SGA et son passing assez simple. Et puis là, vous voyez le mismatch en transition, Brown qui va attaquer Chet Holmgren. C'est pas censé avoir ce match-up, sauf que regardez qu'est-ce qui se passe. Ce qu'on a expliqué, Chet dans le périmètre et donc Hartenstein en deuxième rideau. Donc tu ne peux pas, même quand tu dépasses Chet, je veux dire, l'aide elle est de qualité. C'est Hartenstein qui vient bloquer l'angle, donc heureusement ça kick out, et on a un 3 points pour Boston qui est loupé. Donc là il y a deux manières de voir. Il y a soit la manière défensive, et OKC c'est très bien parce que il y a un peu cette double menace de périmètre et panier, ok, mais tout de même la bonne action de la part de Brown qui vient fixer deux défenseurs relâchés et qui génère un 3 points dans le corner pour Hallerford. Donc c'est bien aussi pour Boston, je trouve. Au final, on en reste à 84-75. Ici, on s'installe au post-up. Regardez, on a un switch, on obtient Isaiah Joe, on s'installe en post-up. Lou Dort dézone un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La passe directement vers Peyton Pritchard qui peut punir directement à une passe près de l'action. Enfin, qui peut prendre le tir en tout cas. Il punit pas. Mais voilà, il y a clairement ce côté. C'est pas pour rien que ce soit Pritchard qui soit à une passe près de l'action. C'est qu'on a un shooter d'élite. Donc, dès que ça dézone un tout petit peu, on a potentiellement cette façon de punir, même si là ça ressort. Mais rebond offensif pour Boston qui garde la possession. Ici, Tatum pick and roll, la passe par-dessus, le short roll de Cornet, extra passe et Samoser ouvert dans le corner. C'est magnifique, 3 points qui est loupé, mais le jeu en tout cas était très bon avec le passing de Tatum en fait. Le passing, juste je passe par-dessus, la prise à deux. Bonne lecture en mouvement de Cornet également qui est très bon sur ses lectures de short roll comme on dit. Et encore un 3 points généré de très grande qualité, mais encore un 3 points qui ne rentre pas. Donc c'est vraiment la déception côté Boston pour l'instant. Et puis là, donc, nous sommes en zone défensive pour Boston. Donc regardez, une espèce de triangle ici et deux en bas. Et donc Isaiah Joe vient pas poser d'écran, un écran fantôme. Je ressors, j'ai la balle, je transmets, mais directement, Cornet vient fermer dans le corner. Donc play call réussi de la part de Joe Mazzulla avec cette zone défensive surprise. Et puis là, de l'autre côté, la zone également pour OKC, mais cette fois-ci, on trouve la solution. Enfin, cette fois-ci, comme en première mi-temps, c'est-à-dire que le 2 en haut, 3 en bas, le 3 contre 2 ici, on le voit bien, Samoser qui est sur l'aile, plus un pick and roll. Cette fois-ci, le pick and roll, Isaiah Joe ne coulisse pas assez pour stopper le ballon, donc notre ami Tatum peut pénétrer en plein cœur de la zone, et puis après voilà, là c'est un 1 contre 2. Lou Dort s'écrase sur l'écran, Cornet va rouler au panier, donc là c'est Tatum et Cornet face à Hartenstein, donc je viens fixer Hartenstein, je libère, très facile. Donc clairement il y a un problème, il y a un gros problème au niveau de cette première ligne, au niveau d'OKC, et Boston trouve à chaque fois quasiment des solutions face à cette zone, juste en créant des 3 contre 2 très faciles. Et puis de l'autre côté c'est pareil, Boston est en zone, un simple pick and roll, un écran avec Isaiah Joe et SGA pour un peu perturber les deux de la ligne du haut. Les 3 de la ligne du bas vont venir coulisser pour compenser un peu notamment le drive. Donc là Tatum monte par rapport à la raquette, il monte sur le drive, sauf que dans le dos, regardez, on a un cut de Kenrich et erreur de Jaylen Brown qui ne va pas surveiller ce cut. Donc là, elle est pour lui, cette erreur elle est pour lui, et ce panier il est pour lui.
on arrive un peu à créer des décalages dans cette zone, et puis là, de nouveau la zone 2-3, sauf que regardez, 2 en haut, 3 en bas, on va juste faire comme si c'était un 1 contre 1. Donc là, Jalen Brown, il attaque, comme si on était en 1 contre 1, en homme à homme. Il va s'installer dans la raquette et très agressivement faire comme s'il y avait un post-up au panier. Donc 2 points faciles, et puis là, pareil, pull-up de Tatum avec cette même idée du 3 contre 2. Regardez, 3 contre 2 sur la ligne du haut, le pull-up à 3 points parce que le Dort est un peu bas. Et donc au final, bon, le tir est semi-ouvert, on va dire, c'est pas de grande qualité, mais tout de même rebond offensif derrière, donc nouvelle chance, on est en homme à homme cette fois-ci, puisque après le rebond, on n'a pas le temps d'organiser la zone, donc homme à homme, pick and roll, je split, je vais au panier, et de nouveau, le panier avec la faute cette fois-ci. Pourquoi? Parce que notre ami Hartenstein est en retard, donc de nouveau, je pars à gauche, hop, crossover, je reviens à droite, je t'ai éliminé de l'action, et puis là, dans le deuxième rideau, s'appelle Isaiah Joe, c'est pas de qualité. Donc panier très facile et end one pour Tatum ici. Et donc on attaque ce 4e carton avec un score de 88 partout. Ici, premier switch, regardez, un pin down, un écran pour que Chet remonte. Donc ça change sur l'écran. White va prendre Chet justement, donc plus petit White qui va sur Chet. Et puis pick and roll entre gros de toute façon entre Chet et Hartenstein. Mais magnifique lecture et les mains baladeuses ici qui vont contrer ce tir. Donc la passe plutôt. C'était pas un tir, c'est une passe pour Hartenstein. Donc premier pick and roll qui tombe à l'eau. Deuxième, Wiggins qui va pareil lancer un peu par-dessus Chet. La lecture, 1 contre 2, je viens fixer, je relâche, allez hoop pour Hartenstein. Magnifique, donc le jeu à 2 entre les deux bigs qui fonctionne très très bien. Et puis ici, pick and roll, pull-up à 3 points face à un big qui attend en bas. Ça marche pas, mais le rebond offensif de la part de Kornet, puisque vu que le pull-up va un peu fixer notre ami Hartenstein qui hop, je saute pour contester, donc je suis pas sur le rebond. Et Kornet déboule dans la raquette par-dessus Chet Holmgren, non bloqué. Boum, 2 points pour redonner 90-92 pour Boston. Ici, pareil, Brown qui va pénétrer dans la raquette, je kick out, excellent kick out et 3 points de Pritchard, mais encore un 3 points qui ne rentre pas. Là, pick and roll avec un Spain en plus, donc ici écran et ici un Spain, un backscreen, un écran pour bloquer et pour empêcher que Hartenstein ne recule. Donc vous voyez que Hartenstein est un peu obligé de faire attention, hop, je dois contourner un peu cet écran. Bref, il n'est pas en parfaite position, donc Brown peut pénétrer, et à la fin il voit que Wiggins a dézonné, donc je relâche vers le 3 points, sauf que c'est loupé et derrière, il y a un rebond offensif, mais ils vont rien en faire cette fois-ci par contre les Celtics. Donc toujours 92-90, ici même le cut au panier Hartenstein pour finir la faute et de lancer franc. Voilà, ça part ici d'un premier écran, un écran fantôme ici, donc pas de contact, donc pas de switch non plus, juste pour perturber un peu au niveau des match-ups défensifs et des switch ou des pas switch. On attaque directement après cet écran fantôme, donc là, White pris par surprise, Wallace a le décalage, il va fixer Kornet, et ça relâche dans le dos de Kornet pour Hartenstein qui plutôt que rester à 3 points était venu couper dans le dos de l'aide, hein. Bonne décision pour le coup, et ça c'est un classique, hein. Darvin Ham il aimait beaucoup le faire ça au passage, le côté mettre le pivot dans le corner, le faire plonger depuis le corner quand son défenseur aidait au panier. Je sais que personne n'est fan de Darvin Ham à part moi, mais bref, ici pick and roll, Derek White, encore une fois on va cibler, sauf que ça marche pas. De l'autre côté on rebascule, Brown face à Cason Wallace qui prend juste le tir par dessus et ça ressort. Donc là on a vraiment le line-up à 2 bigs qui est en pleine action, avec le premier pick and roll Hartenstein qui va contenir le drive ici. Voilà, je reste en soft edge, je reste au niveau un peu plus bas que le niveau de l'écran, je contiens, sachant que le roll derrière est couvert par Wallace et par Wiggins qui dézone totalement depuis les corners. On ressort, il reste encore Chet qui est sur l'aile, qui est bloqué sur l'aile au passage, hein. Pour ça qu'Horford est sur l'aile, et puis à la fin juste Jalen Brown qui, plutôt que d'enfoncer au poste bas ou sur drive, cette fois-ci prend juste le pull-up contesté, donc c'est un peu dommage. Et puis ici on reprend les bonnes habitudes de la première mi-temps, c'est-à-dire cibler le plus possible Kornet on-ball, ne pas le laisser off-ball. Donc là il est on-ball, hop, pick and roll, on l'implique sur l'écran, il reste en drop, pas de souci. Donc cette fois Isaiah Joe, bon c'est pas un driver Isaiah Joe, peut-être que SJ serait allé challenger au panier sur le drop, donc, mais là c'est pas le cas. Donc je ressors, Chet à nouveau, nouvelle tentative éventuellement, voilà, on revient vers Hartenstein, nouvel essai Isaiah Joe avec Hartenstein, je viens cibler on-ball, encore une fois notre ami Kornet, voilà, on t'implique sur le ballon, 2 contre 1 et la passe par-dessus vers le roll au panier. Encore une fois, Jalen Brown qui est un peu en retard sans doute depuis le côté faible, il vient pas totalement fermé et pas assez en avance. Peut-être que s'il avait déjà fait en pré-rotation, s'il avait déjà fait un pas dans la raquette plus tôt, là il n'y aurait pas eu faute. Et en effet, cette fois-ci, comme il est en retard, l'angle n'est pas bouché, donc il peut aller au panier. Faute à la fin, donc lancer franc. Donc voilà, le plus possible, encore et encore, Luke Kornet, on te met sur le ballon, là de nouveau la zone, vous la voyez, et de nouveau le 3 contre 2 très facile qui est créé par Boston. En sortie de l'écran, Wallace reste un peu attaché au shooter, il vient pas du tout aider, donc le drive peut se faire plein centre, je m'installe plein centre, mon tir en pull-up, en tête de raquette, bon ça ressort, mais
pour le coup, on a vraiment ce côté pénétration facile autorisée sur ces spots. Hein. Donc voilà, quand est-ce que peut-être le Thunder va changer? Je sais pas, parce qu'après, il y a peut-être aussi la réflexion de, pour le coup, j'ai pas apprécié, mais l'accès au panier est bloqué. Donc on peut aussi faire la réflexion de, d'accord, on concède un peu ce pull-up de longue distance, mais au moins, à chaque fois, on a un peu le panier qui est bloqué et Boston qui est incapable d'aller au panier face à cette zone. C'est vrai aussi. Bref, ici, Jaylen Brown qu'on aime, qui va cibler, qui va obtenir Chet en switch, voilà, et qui ne prend pas le pull-up, il va l'attaquer hyper agressivement, le coup d'épaule à la fin, boum, dégage, je vais directement au panier. Ça fait du bien pour le coup, ça fait du bien de la part de Boston, où on dit à chaque fois ils vont pas assez au panier, ils prennent que des pull-ups. Là on a quand même un Jaylen Brown qui a fait 2, 3, 4, 5 bonnes actions, très bonnes actions même en allant au panier sur les up face à des mismatchs notamment. Donc c'est bien, et Boston revient à -3, à peine 95-92. Ici, drive and kick, pas d'espace, on retente Hartenstein avec Chet. Ici, le jeu à 2, le pull-up potentiellement non. On va attaquer le plus petit Derrick White, on y va, ça se referme. Et à la fin, le contre de Derrick White qui est plus petit, mais qui est fabuleux contreur. Je crois qu'on en a parlé aujourd'hui en plus, je crois que j'ai déjà dit aujourd'hui, donc bref. Et puis là, SGA est de retour sur le terrain, donc on arrive, on lui donne la balle, voilà, pick and roll avec un écran, puis un deuxième. Rien n'est créé en tout cas parce que l'espace est bien géré à l'intérieur, donc ça ressort. Isaiah Joe, le shooter qui était là pour justement, regardez, il va remonter pile au moment où le roll au panier descend, donc hop, on essaie un peu de créer la confusion, sauf que Tatum le dit et donc Jrue Holiday réagit également, voilà, donc pas d'ouverture, ça ne marche pas. On va retransmettre peut-être Kenrich Williams en tête de raquette, le jeu de main à main. Et en toute fin de possession, boum, l'erreur sur cette toute fin de possession, sur ce jeu de main à main très simple, ça passe sous les écrans, Derrick White ne monte pas assez haut et donc tu concèdes ce 3 points alors que le match est hyper serré. Tu es puni pour la moindre erreur par un shooter d'élite. Ici, de nouveau pick and roll, Tatum qui va fixer Hartenstein et Lu Dort, on libère, pick and pop à 3 points, boum, ça rentre. Et là, très classique, hein, très simple, c'est-à-dire que 2 sur le ballon et pas de rotation au niveau du pick and pop, on n'a pas le troisième homme qui fait la rotation, donc au final, pick and pop ouvert à 3 points, et ça rentre, donc égalisation directement. On égalise à 98 partout dans ce match. Le pick and roll SGA avec Isaiah Joe, ouvert à 3 points. Kenrich Williams avec lui-même son propre 3 points. Donc là c'est facile, hein, avec ce jeu à 2, le fameux jeu à 2 dangereux entre SGA et Isaiah Joe qui ne pose pas d'écran, juste je m'écarte. Et donc au moment où il s'écarte, le switch n'est pas fait. Jaylen Brown est un peu en retard, donc notre ami White est obligé de compenser depuis l'autre côté. Sinon il y a un 3 points ouvert, surtout avec un shooter de ce calibre. Donc forcément, on a White qui abandonne le corner et puis le bonus c'est Hartenstein qui bloque la potentielle rotation de Al Horford vers le corner et donc un balai offensif bien exécuté qui donne un 3 points, donc 101-98 dans ce quatrième quart-temps. Cette fois-ci, Jrue Holiday pique dans le non, on le refuse, on attaque le panier, drive and kick, 3 points de Brown pour répondre. Et non, on n'aura pas un quatrième 3 points d'affilée, on a un 3 points qui ressort, mais encore un tir de qualité pour les Celtics à 3 points notamment, avec voilà, là on est prêt à réceptionner le drive de ce côté droit, sauf que non, je refuse l'écran, donc SGA est battu, Kenrich en rotation, parfait, et personne pour faire la énième rotation de la possession. Vous voyez qu'à la fin, avec tout ce qui s'est passé, personne n'a pensé à redescendre vers le corner. Isaiah Joe est un peu loin. Et donc au final, 3 points pour Jaylen Brown, même si ça ressort. Donc toujours 101-98, 7 minutes à peine restantes. Pick and roll Tatum. Cette fois-ci, ça attend un peu plus bas. Donc il a pris le pull-up à 3 points relativement ouvert, ou même assez ouvert pour le coup. Ça attend un peu plus bas que d'habitude. Donc je suis ouvert, je prends le pull-up à 3 points. Bon, il aurait pu le mettre, et clairement il peut les mettre. C'est un tir quand même de plutôt bonne qualité. C'est pas un isolation pull-up contesté, c'est un pull-up ouvert quand le mec est plus bas. Bref, repassons de l'autre côté. Et là, très simplement, isolation SGA face à Jaylen Brown. Je crée un peu de contact, j'exagère le contact et je prends 2 lancers francs. Donc 103-98, plus 5 désormais pour OKC, avec cette expertise, appelons-la comme ça, de la part de SGA. Ici, on a obtenu le switch avec Tatum en poseur d'écran. Hop, comme ça on force le switch, bon écran, donc Lu Dort est obligé d'aller sur le ballon, donc on obtient le switch qui a été forcé alors que c'était pas le play call, on voulait pas switcher mais on l'a obtenu, on l'a forcé, on l'attaque, on va dans la raquette, sauf que voilà, les mains défensives et les longs bras de SGA, en plus de tout le reste, en plus du fait que tout le monde off-ball se resserre dans la raquette, mais regardez, les mains pour dévier ce ballon au tout dernier moment, et ce qui fait que, alors, je crois que c'est pas lui qui dévie le ballon, mais au moins il perturbe un peu le dribble, et donc Tatum se dribble un peu, hop, il oublie le ballon en partant, donc bonne défense de la part de SGA, heureusement pas de points en transition, donc on reste à plus 5 à peine. Ici, Al Horford, c'est un peu le boxon, on ressort potentiellement, Al Horford extra passe, Jrue Holiday, Tatum face à un mismatch, et vous voyez à quel point est-ce que c'est un repli défensif, donc on n'a pas du tout en place côté défense de OKC, mais regardez à quel point est-ce que même sur un truc comme ça pas cadré, on a la deuxième rotation, la troisième rotation, la quatrième, la cinquième, la sixième de toute la possession, et à la fin on a encore Isaiah Joe qui est face à Tatum. Donc voilà, ils sont quand même assez terrifiants de ce point de vue là pour le coup. Et puis là, Tatum, pas d'écran, j'attaque directement, pick and pop à 3 points.
Et boum, non pas boum, ça ressort mais c'était quand même magnifique hein, parce qu'on avait une feinte de pick and roll justement, on fait monter Alorford et donc on fait aussi monter Chet, donc là il y a un dilemme, est-ce que juste Chet continue à monter et donc le drive je peux aller au panier facilement, ou est-ce que là justement Chet il s'arrête de monter, il redescend et donc pick and pop ouvert à 3 points, c'est ce qui est fait. Encore une fois la rotation manquée, la troisième rotation qui est manquée, enfin le troisième homme qui manque la rotation vers le pick and pop. Encore un tir à 3 points ouvert, on reste à 104,98, 5 minutes 30 à jouer. Et puis là, on va sur le pick and roll, regardez, il le dit, c'est Mark Vennolt, il l'appelle. Hein. Il dit, attends, barre-toi, toi vas-y, Isaiah Joe, et on y va. Le pick and roll, Joe et SGA, ici, premièrement, ça marche pas. Deuxièmement, rescreen de l'autre côté, non. Le pick and roll est refusé, donc on part pas sur la gauche vers sur la droite vers l'écran, on part à gauche. Sauf qu'à la fin, SGA joue un peu trop le contact, et cette fois-ci, la faute n'est pas sifflée, donc pas de lancer franc. Honnêtement, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose et le contact est peut-être un peu trop exagéré ici de la part de SGA, donc pas de faute, pas de lancer franc, un stop défensif. Malheureusement, Boston n'a pas scoré derrière en transition, donc nouvel essai pour SGA qui cette fois il va pas tenter la faute, il y va carrément enfoncer au poste bas, le shoot par-dessus, le petit Pritchard, et ça marche. Voilà, il n'y a pas besoin de. C'est aussi le truc est beau, hein, c'est qu'il n'y a pas besoin d'écran avec lui, juste tu le laisses opérer, tu donnes de l'espace, et en effet, quand il y a de l'espace, il peut aller au panier, enfin en tout cas dans la raquette, s'installer sur son spot, prendre le tir et le mettre, c'est magnifique. De l'autre côté, ici, Tatum va tenter de poser l'écran, obtenir un switch. Voilà, on obtient le petit Isaiah Joe. Est-ce qu'on peut le mettre en post-up? Oui, on y va. À quel point est-ce qu'on peut scorer désormais? Est-ce que ça va pas se resserrer autour? Il déclenche le pull-up avant que justement l'aide n'arrive. Donc là c'est quand même bien joué parce que Kenrich était pas loin. Kenrich était pas loin du tout. Notre ami le pauvre Chet était coincé dans le périmètre, hein, c'est fait exprès. Donc il était pas au panier. Donc là je déclenche le pull-up par-dessus le tout petit Isaiah Joe. Ça va, c'est un tir de plutôt bonne qualité et surtout on a évité que l'aide arrive trop tôt. Et puis là, pick and roll au panier, mais sauf que les excellentes mains défensives de la part de Alorford. Alors l'écran glissé de la part de Chet, ici je glisse au panier dans le dos du 2 contre 1, donc voilà, on est censé avoir un changement, sauf que je plonge au panier avant que Pritchard ne puisse venir sur moi, donc passe facile par-dessus, mais Alorford qui va mettre les mains ici même, magnifique. Et je crois qu'il n'y a pas faute, hein. Je crois qu'il n'y a pas faute, non il n'y a pas faute du tout. Stop défensif, merci Alorford, encore et encore, on reste à 6 points d'écart, 106 à 100. Cette fois-ci, c'est Jero qui vient fixer, qui relâche. Et dans le spacing, on peut aller jusqu'au bout. Très simple, hein, vraiment très simple. L'attaque de Boston, c'est en transition. On tente d'avoir un post-up le plus tôt possible. Et quand ça vient aider, comme ici, 2 sur moi, je relâche. Quoique là, il aurait pu, encore une fois, il aurait pu shooter. Hein, parce que là, le 2 contre 1, il n'est pas évident. Le chat, il est dans le dos. Donc là, le layup aurait été ouvert. Mais bon, bref. Jero l'idée, il aime plus trop shooter ces temps-ci. Il aime plus trop shooter, c'est un peu l'évolution de Jero. Il devient de plus en plus connecteur et roleplayer très sobre. Plutôt qu'un mec qui aime bien prendre des points. Et donc bref, ici 2 contre 1, cette fois-ci la passe est libérée et cette fois-ci la rotation est un peu plus brouillonne. Donc c'est-à-dire que là, prise à 2 qui se déclenche, Tatum, hop, je viens aider parce que sinon, je pense qu'il y avait un step back à 3 points qui était ouvert pour SGA là sur le changement de direction, incroyable. Regardez les chevilles et la hauteur de SGA sur ce crossover. Regardez à quel point il a le bassin très très bas. C'est incroyable ce changement de direction, c'est inhumain. 2 sur le ballon, prise à 2, je relâche par-dessus, Chet et cette fois-ci, hop, je pense qu'il y a un peu faute, hein. Je pense que c'est un peu plus brouillon. Quoique, c'est pas scandaleux non plus. Donc bref, faute et lancer franc, donc pour passer à 108, 102 pour OKC, toujours plus 6, 3 minutes 30 à jouer. Tatum s'installe, tête de raquette face à Wallace, le tir par-dessus, et ça ressort, et alors que là, pour le coup, on avait bien obtenu le switch, hein, vous l'avez vu que, hop, poste d'écran de Tatum, j'obtiens le plus petit Wallace, comme ça je vais pouvoir le shooter par-dessus, ici. Honnêtement, c'est quand même un tir de qualité. Et c'est quand même son tir. En plus, il est ouvert. Il y a une bonne séparation qui est générée sur le step back. Donc, c'est pas du tout sur ce tir-là que je vais râler. Là, on est en fin de match. Ça se joue pas à 80, à 90 ou 100 possessions près. Ça se joue à quelques possessions près. Donc là, le but, c'est pas la rentabilité à grande échelle. C'est le meilleur tir possible. Et pour Tatum, c'était un bon tir. Mais ça a été loupé. Donc, pas de shot making ici pour l'instant sur ce Money Time. Et puis de l'autre côté, y a-t-il du shot making côté OKC? Heureusement non. Heureusement non, parce que là, hop, vous allez voir que ça se finit isolation, vous avez vu. Hein. Step back à 3 points, encore une fois, la séparation qu'il est capable de générer sur ces changements de direction brusques. Boum, je plante la jambe, Jero l'idée est entraîné par son élan, alors que moi je suis déjà en train de rebondir, boum, de l'autre côté, et donc séparation incroyable. Mais le pull-up qui ne rentre pas. Donc on s'échange les paniers manqués sur des bons pull-up entre Tatum et SGA, on reste à 108 à 102. Et là, vous avez vu toujours Tatum en poseur d'écran pour obtenir un switch. C'est ce qu'est fait Kenrich sur Tatum. Et puis pick and roll, on va aller cibler Chet et on va sortir de l'écran hyper agressivement. Ici, voilà, on y va agressivement, on s'installe à 2 points. Chet mort sur la feinte et donc Tatum va tenter un peu de foncer, de sauter dans le contact. Et là, malheureusement, les arbitres vont siffler une faute offensive plutôt que faute défensive. Ils jugent qu'il s'est un peu trop jeté vers l'avant, donc c'était pas un acte sportif, on va dire. Et donc, possession annulée
OKC récupère la balle, on était à 108-102, on est toujours à 108-102, mais balle pour OKC après se louper et ce coup de sifflet anti-Boston pour le coup. Et puis là, pareil, juste isolation, je viens fixer le stunt, le dézonage de la part de Jrue. Donc forcément, quelqu'un est abandonné à 3 points quand ça bouche le terrain pour empêcher un peu l'attaque de ce mismatch. Donc je transmets très simplement la passe simple, un shooter ouvert sur l'aile, qu'il le prend, et cette fois-ci qu'il le met. Et puis là c'est pareil, mais même encore plus agressif, regardez, avec carrément une prise à 2 déclenchée. C'est pas un stun, c'est une prise à 2. On force SGA à lâcher la balle, donc il lâche la balle et Wallace peut attaquer en sortie de dribble. Ce mini décalage, il va au panier et il va finir, puisque on l'a déjà dit, c'est pas un simple 3&D, c'est un mec qui peut driver, donc je profite de l'espace, je vais au panier. Et en plus, qui est-ce qui est au panier? C'est le pauvre petit Peyton Pritchard. Donc là on n'a pas du tout une bonne protection de panier, et donc 113-102, il reste 1 minute 30 à jouer, et ici a priori c'est fini, c'est joué, sauf que erreur, la pire erreur possible pour OKC, c'est-à-dire que là avec 1 minute 40 à jouer et tu es à plus 11, t'as juste à, ok, tu me dépasses si tu veux, mais vas-y, je te laisse scorer, il n'y a pas de problème. Et en fait non, là on a une faute, donc la faute c'est quoi? Ça donne un 3e point plutôt que 2 points, donc ça aide Boston à revenir plus vite, et en plus t'arrêtes le chrono. Donc là, le pire truc possible, c'est peut-être pas fini. Donc au final, 113-105, à peine 8 points d'écart avec plus d'1 minute à jouer, et là OKC, juste on s'assoit sur la balle, on fait défiler le chronomètre, 1 contre 1, au final, regardez, Jrue va commencer à venir pour boucher l'espace et empêcher le 1 contre 1 trop facile, mais c'est pas grave, SGA va s'installer, ligne des lancers francs, je m'élève tout seul, séparation magnifique, le pull-up qui rebondit dans l'arceau, le dernier coup de poignard de SGA, 115-107, les gens dans la salle de Boston s'en vont. Victoire du Thunder en terre des Boston Celtics, donc ils ont sweepé la série, ils ont gagné à OKC et à Boston. J'espère que ce décryptage tactique vous aura plu, on se dit à très bientôt pour un prochain décryptage tactique. Ciao!